Anti-VEGF, il y a du nouveau dans les molécules disponibles, il y a du nouveau dans les modes d'administration et il y a du nouveau dans les indications. Le JT de l'ophtalmologie. Anti-VEGF, il y a du nouveau. Et on va voir ça avec vous, docteur Frédéric Matonti. Alors, on va commencer avec les molécules disponibles et notamment Eylea. Eylea, pour l'instant, il est encore en flacon. Bientôt, il va être en seringue. Alors exactement, oui, il vient d'arriver sur le marché français. Ça fait maintenant quelques mois qu'il est disponible au niveau international, européen et surtout aux States. Il répond à une problématique qui est la durabilité. On a des traitements maintenant depuis une quinzaine d'années qui font le job pour pouvoir contrôler ces pathologies maculaires telles que la DMLA et le diabète, avec une limitation principalement qui est la durabilité de ces produits, d'où la nécessité d'avoir accès à des nouvelles molécules permettant de résoudre cette problématique de durabilité. Alors, durabilité, donc là, on parle d'intervalles aussi auxquels on va revoir les patients. Est-ce qu'on a des intervalles qui sont plus longs? Est-ce qu'on a, avec les intervalles qui vont être plus longs, des problèmes de patients qu'on va perdre de vue? Comment ça se passe? Ah, c'est la vraie problématique. Alors effectivement, il faut toujours rappeler dès le début de la prise en charge de ces patients qu'on ne les guérit pas. Même si le traitement va être de plus en plus durable, même si les intervalles vont avoir tendance à s'allonger, pour autant, ça ne sera qu'un traitement suspensif. Et qui dit suspensif dit traitement en règle générale à vie. Donc au même titre, il faut leur faire des parallélismes qu'ils connaissent déjà, hein, le traitement de leur diabète, le traitement de leur hypertension artérielle, un traitement anti-agrégant dans le cas de maladies cardiovasculaires. Et donc, ils doivent prendre leur traitement quotidiennement pour éviter que la pathologie ne pointe le bout de son nez. Donc, ces traitements, on a eu récemment, l'année dernière, le Vabysmo. Là, donc là, il est à 8 mg. Dose vise à augmenter la durée. C'est-à-dire qu'en moyenne, on était sur des patients qui arrivaient à être traités toutes les 8, 10 semaines pour les plus chanceux. Ça, c'était une moyenne, avec quelques patients qui arrivaient à aller vers 3 mois et demi. Là, le changement, vraiment le shift se fait vers un avancement beaucoup plus important, avec sur les données qui ont été obtenues grâce aux études d'enregistrement pour les gars 8 mg, en particulier Pulsar pour la DMLA et Photon dans le cas de l'œdème maculaire diabétique, des durées qui peuvent aller jusqu'à 4, 5 mois, et avec une moyenne globale d'intervalle qui s'est décalée dans le temps vers 3 mois et demi. Comment on va l'évaluer cet intervalle d'un patient à l'autre? Alors l'intervalle, elle se fait de la même manière qu'avec les précédentes molécules et on reste dans le cadre de schémas connus comme le treat and extend. Donc nous allons commencer par des doses de charge et puis progressivement, nous allons pouvoir allonger les intervalles entre chaque injection. Avec chaque fois que le patient revient, la question qui va se poser, non pas doit-on injecter ou non, mais pouvons-nous augmenter l'intervalle? Et ce sont donc toujours les mêmes critères, des éléments structurels et des éléments fonctionnels qui vont nous donner la réponse, à savoir s'il existe une récidive exsudative, s'il existe une récidive des signes d'activité de la maladie, et a fortiori en cas de dégradation de l'acuité, la nécessité de revenir en arrière. Ce qui est important à retenir, c'est que ces patients doivent encore une fois être informés à chaque fois que la maladie ne se manifeste pas, mais qu'elle est toujours présente et qu'il est donc nécessaire de revenir à la consultation suivante, qui va, fort heureusement pour eux, avoir tendance à être de moins en moins fréquente dans l'année. Le passage du flacon à la seringue, qu'est-ce que ça va changer? Alors ça, c'est plutôt vis-à-vis du praticien. On a une charge de travail qui n'a eu de cesse d'augmenter ces dernières années, décennies, avec non seulement ces traitements qui ont eu l'avantage d'être extrêmement efficaces et de donner une réponse à une problématique qui était la malvoyance, mais avec comme corollaire une charge de travail conséquente, ce que disent les anglo-saxons un burden, pour les praticiens comme pour les patients, et donc la volonté pour les uns comme pour les autres d'alléger la fréquence de traitement tout en étant toujours aussi efficace. Le problème pour le médecin, lorsqu'on est confronté à des vacations d'injection toujours plus importantes, est d'avoir quelque chose d'ergonomiquement facile à utiliser. Le flacon est tout de même un obstacle à cette facilité d'utilisation. La seringue pré-remplie va non seulement apporter une réponse à cette facilité d'utilisation, mais en plus de ça, réduire potentiellement
des problématiques de safety, puisque certains évoquaient des problèmes de manipulation du flacon pouvant augmenter légèrement les risques infections en particulier. Mhm. Précision également, on est sûr de mettre la bonne dose? Oui, exactement. Effectivement, avec la Ilea 8 mg, une seringue a été spécifiquement designée pour permettre d'avoir la dose et uniquement la dose, ni plus ni moins. Donc beaucoup plus de précision, de reproductibilité et donc de fait de sécurité dans l'utilisation de la molécule. Alors, on a parlé de molécules, maintenant on va parler de nouveaux modes d'administration et on va parler de PDP. Qu'est-ce que c'est le PDP? Alors, le PDP, c'est anciennement appelé PDS, Platform Delivery System, et maintenant Platform Delivery, euh, qui va consister en fait à avoir un réservoir qui va avoir pour objet de libérer progressivement une molécule qui a été utilisée pour son remplissage. Donc, à l'heure actuelle, le PDS est rempli de ranibizumab à très haute concentration, donc en l'occurrence 10 fois la concentration habituellement utilisée par injection intravitrine standard. Et l'objectif est d'avoir donc une molécule qui va être distillée progressivement dans le vitré et donc va permettre d'agir non seulement quotidiennement, mais surtout sur une extrêmement longue durée, puisque les patients implantés, les premiers ont été implantés en France. J'ai implanté mon premier patient il y a maintenant une semaine. C'était le troisième implanté en France. Et vont pouvoir potentiellement ne pas avoir de traitement rescue, c'est-à-dire d'injection classique pendant une durée d'1 an. Alors, on arrive à avoir en moyenne, sur les premiers résultats donc des études préliminaires, à peu près une injection rescue en moyenne par an, ce qui est extrêmement faible par rapport à ce que nous avons l'habitude de faire. Même si les nouvelles molécules en injection intravitrine vont probablement réduire le gap, le PDS va potentiellement nous permettre de rallonger encore la durée d'action, de réduire le burden et donc d'améliorer la qualité de vie des patients. Alors, le nom a changé aussi parce qu'ils envisagent de pouvoir potentiellement injecter d'autres molécules via ce réservoir à terme. Mhm. Alors, plusieurs questions. Comment on l'implante? Comment on le remplit? Hein? Alors, le Port Delivery Platform est un réservoir qui est fixé à la sclère. Donc, c'est une voie d'abord que les chirurgiens de la rétine ont l'habitude d'utiliser, avec cependant des tailles non conventionnelles, puisqu'il s'agit d'une incision qui fait 4 mm et le réservoir fait 3 mm 2 à peu près dans son grand axe. Il va être enchâssé dans la sclère et il reste en fait dans la sclère uniquement de par la bonne coaptation entre les bords de l'incision et les bords de l'implant. Donc l'implant est mis en transscléral, il est positionné sous la conjonctive, il est rempli lors de sa pose et il sera ensuite dans le futur re-rempli par voie transconjonctivale comme une implantation standard, une injection standard. Mais cette fois-ci, il sera nécessaire de viser juste puisque le dispositif est tout petit et la fenêtre de tir, cette fois-ci, sera beaucoup plus limitée que sur une injection intravitréenne standard. Donc le remplissage se fera sous binoculaire et se fera à peu près une fois par an. Est-ce qu'il y a des risques pour le patient? Des risques soit d'inconfort, soit des risques, imaginons il y a un choc et puis on peut briser C'est la vraie question. Effectivement, le fait de faire des injections intravitréennes, on connaît les risques, on a du recul, on est à peu près à 1 sur 2000 à 1 sur 5000 injections pour le risque infectieux. Le problème avec ces réservoirs ont été nouveaux pour finalement les médecins que nous sommes, puisqu'on a été confronté à des complications de type décollement de la rétine, hémorragie intravitréenne et endophthalmie dans une proportion assez importante au début. D'où la nécessité de faire un retour d'expérience, de modifier le protocole et la phase 3 telle qu'elle est designée à l'heure actuelle essaie de répondre à ces problématiques de safety et d'améliorer donc la tolérance de l'implantation qui cependant reste quand même inférieure à une simple injection intravitréenne. Avec, si on calcule de façon mathématique, vous réduisez quand même le nombre d'injections dans le temps, donc vous réduisez le risque cumulé de toutes ces injections avec comme corollaire un risque en one-shot lors de la pause, qui reste relativement aisé, qui reste relativement bien toléré par les patients, avec sur du long terme, pour l'instant, l'inconnu, qui est la tolérance sur du très long terme, plusieurs années. Là, pour l'instant, nous n'avons pas la réponse. Justement, si on le tolère mal, ce réservoir, on peut l'enlever facilement?
Oui, c'est un réservoir en silicone qui peut tout à fait être retiré avec la possibilité potentiellement, je pense, de le changer s'il y avait des défaillances, voire de changer de site opératoire s'il y avait lieu, s'il y avait une mauvaise tolérance au niveau de la conjonctive, par exemple. Mais en tout cas, jusqu'à présent, les résultats préliminaires montrent que les problèmes d'extrusion, qui sont essentiellement liés à des phénomènes d'érosion de la conjonctive, sont dépendants de la technique, d'où la nécessité de raffiner la technique, ce qui a été fait pour la phase 3, l'étude Vélodrome en cours, afin d'optimiser la tolérance sur du long terme. Il nous reste 2-3 minutes à passer ensemble. On a parlé des nouvelles molécules, on a parlé de nouveaux modes d'administration. J'aimerais qu'on parle des indications étendues des anti-VEGF. Ça va concerner quel type de pathologie? Alors jusqu'à présent, c'est vrai que, que ce soit le Lucentis ou l'Eylea, les indications étaient toute pathologie rétinienne, que ce soit l'œdème maculaire diabétique, la DMLA, mais aussi les occlusions veineuses rétiniennes, et puis des pathologies beaucoup plus rares telles que le néoïsseau du myope fort. Le faricimab et l'Eylea 8 mg ont l'AMM pour la DMLA et l'œdème maculaire diabétique. Le faricimab vient d'avoir l'autorisation dans les occlusions veineuses. Là, il est à 8 mg, devrait bénéficier des résultats de l'étude Quasar qui permettront d'étendre les indications, les AMM aussi pour le 8 mg dans les prochains mois ou années probablement. Restera les néovaisseaux du myope fort qui sont un petit peu le parent pauvre. Il s'agit d'une pathologie beaucoup plus rare, mais pour laquelle là aussi des protocoles sont en cours de développement pour pouvoir justement étendre les indications. Même si le néovaisseau du myophore n'est pas une problématique critique en termes de durée d'action des molécules, puisqu'il s'agit en général de traitements de courte durée, cela permettra par contre d'étendre le bénéfice de l'allongement des intervalles à cette pathologie, à ces pathologies chroniques que sont les occlusions veineuses rétiniennes et qui restent là encore au quotidien un problème pour les patients, puisque ce sont des traitements fréquents, répétés, avec parfois des difficultés d'acceptabilité sur du moyen long terme. Une dernière question, étendue des indications et PDP, vous aviez dit tout à l'heure qu'on envisageait éventuellement de mettre d'autres molécules dans le réservoir. Ça va concerner quel type de molécules et quel type de patho? Oui, alors l'objectif, effectivement, c'est de se servir de cette plateforme comme un dispositif de relargage de molécules diverses et variées. Donc là, les anti-VEGF en l'occurrence, mais d'autres molécules sont potentiellement candidates comme des anti-IL-6, donc des molécules anti-inflammatoires qui pourraient permettre d'élargir le champ des applications à la pathologie uveitique, par exemple, ou alors à permettre d'avoir des mix thérapeutiques, puisque l'on sait que ce soit la dégénérescence maculaire liée à l'âge ou le diabète, il y a une composante d'inflammation et on pourrait envisager des injections et des remplissages combinés permettant de cibler les deux voies thérapeutiques. Ben écoutez, je vous remercie de toutes ces précisions et je vous remercie d'être passé sur le plateau du JT de l'ophtalmologie. À très bientôt. Merci, à bientôt, au revoir. Le JT de l'ophtalmologie